L'Institut des relations internationales et stratégiques, IRIS, SIS, dans le 11e arrondissement de Paris, a abrité ce samedi 6 juin 2015, à l'initiative de l'association AGIRD, une conférence publique animée par le porte-parole du gouvernement ivoirien, le ministre Bruno Nabané Koné, dont le thème était 21 mai 2011, 21 mai 2015, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, bilan et perspectives. Dressant le bilan des actions du président Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême, le ministre Bruno Koné a estimé que la Côte d'Ivoire a renoué avec le succès grâce à l'action politique, économique, diplomatique et sociale de M. Ouattara. C'est pourquoi, pour lui, un tel pays, il ne faut pas le laisser entre les mains d'amateurs. Je ne serai pas du tout long. C'est juste l'œil d'un observateur lointain des situations qui se produisent en Côte d'Ivoire et le regard d'un chercheur que je vais apporter dans le cadre de ces échanges. Vous m'avez demandé de faire un témoignage. Je pense que je ferai beaucoup plus une observation parce que le témoignage, c'est prendre parti. Je vais faire œuvre ici de rester extrêmement distant de tout ce qui peut se passer sans toutefois prendre position, mais en disant ce que j'ai pu observer. Et l'observation que j'ai pu faire est fondée sur des instruments, sur des indicateurs qui sont observables sur le terrain. Donc, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, bien évidemment, j'ai été à plusieurs reprises dans votre pays dans le cadre de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, mais aussi en partenariat avec le Conseil national de la sécurité, qui est sous la tutelle directe de la présidence de la République, dans le cadre des formations qui sont destinées aux officiers supérieurs de gendarmerie, de police, de l'armée, mais aussi j'ai participé à la formation du corps préfectoral de l'Ouest dans le cadre de l'appropriation locale de la réforme du secteur de sécurité en Côte d'Ivoire. Donc c'est à partir de ces expériences, d'abord à titre personnel, mais aussi des lectures ou des publications que j'ai pu faire sur la Côte d'Ivoire, que je vais me permettre très modestement de vous dire ce que j'ai pu observer. Je sais que vous connaissez mieux la Côte d'Ivoire que moi. Je suis camerounais et je vis de l'autre côté du continent. Donc permettez-moi de vous apporter des observations que j'ai pu faire sur le terrain. Je remarque que la Côte d'Ivoire part de très loin. Il faut, si on doit faire une comparaison et se projeter sur les échéances post-électorales d'octobre 2015, il faut opérer une comparaison entre deux époques principalement. L'époque avant les années 2000, qui alimente les instabilités de la situation 2000-2010, et voir comment cette situation a été, sur le plan institutionnel, réglée, et voir comment la gestion institutionnelle et politique de la situation actuelle a littéralement transformé la configuration de la situation ivoirienne des années 99-2000. En 99, la Côte d'Ivoire vit une situation qui est totalement insupportable. Insupportable parce que la Côte d'Ivoire est frappée par la crise dans les années 80 et cette crise a été relativement gérée avec des conséquences économiques, voire macroéconomiques considérables. Déjà, la gestion imprudente de la dette entre 80 et 90 et la gestion imprudente aussi des équilibres macroéconomiques du pays parce que jusqu'en 80, la Côte d'Ivoire était dépendante des matières premières agricoles. Or, la chute des prix de ces matières avait littéralement eu un impact nocif sur l'économie nationale. La Côte d'Ivoire a donc été à ce moment-là en grande partie sous perfusion des créanciers internationaux. Il fallait donc gérer rigoureusement la dette et tenir compte des équilibres macroéconomiques, c'est-à-dire qu'il fallait réduire le train de vie de l'État et militer pour des politiques structurelles davantage qui permettent d'assurer l'équilibre macroéconomique du pays. Cela n'a pas été rigoureusement fait et cela a abouti à une crise économique beaucoup plus sévère
qui a été alimentée par la poussée démographique. À titre de rappel, c'est que la Côte d'Ivoire, dans les années 80, avait une population relativement d'environ 10 millions à 11 millions d'habitants. Et cette population a doublé entre-temps. Donc les besoins sociaux se sont vus accrus et l'État n'avait plus la possibilité de pouvoir absorber ces besoins sociaux. Conséquence sur le plan politique, c'est que quand les populations n'ont pas accès aux politiques publiques de base, c'est-à-dire les services de santé, l'éducation et aussi le chômage, il y a un repli identitaire. Cela ne s'observe pas simplement en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde. À partir du moment où il y a précarité, à partir du moment où il y a promiscuité, il y a un repli qui peut être soit identitaire ou nationaliste. Certains parleront de protectionnisme économique ou de souverainisme. Donc, à ce niveau, il y a des conséquences politiques qui découlent des erreurs économiques. Et à ce niveau, on voit très bien qu'à la fin de la décennie 90, dans les années 99-2000, cette situation devient explosive. Et le repli identitaire, tout le monde veut se reconnaître d'abord appartenant à telle ethnie, à telle tribu, avant de s'appartenir à la Côte d'Ivoire. Ce sont des choses qui ont porté un coup fatal à la solidarité et à la cohésion nationale ivoirienne. Aujourd'hui, on n'en est pas on n'est pas dans cette configuration-là. Entre 2000 et 2010, la Côte d'Ivoire est dans une situation de crise où les institutions ne fonctionnent pas comme il se doit parce qu'elle doit faire face aux défis qui ont été causés par le coup d'État en 99 bien évidemment, et il fallait asseoir des équilibres à la fois identitaires mais aussi politiques qui n'étaient pas du tout évidents. Là, on parle là des responsabilités qui sont établies sur le pays. Maintenant, si on voit ce qui se passe après la crise post-électorale des années de 2010-2011, on voit que depuis que le président Alassane Dramane Ouattara a pris le pouvoir, il y a une transformation sur tous les secteurs quasiment, que ce soit sur le plan social, sur le plan institutionnel, sur le plan économique, mais aussi sur le plan du développement des infrastructures et de la réforme du secteur de sécurité. Il faut revenir dans les années 99, après le coup d'État, montrer comment la fragilité a entamé les différentes composantes des forces de sécurité et de défense. Et donc il y a une méfiance entre ces différentes composantes qui s'est installée, et c'est un travail de longue haleine. En quelques années, il est difficile de régler tous ces problèmes qui sont d'abord techniques avant d'être tout à fait autre chose. Donc, de 2011 à aujourd'hui, on observe cette transformation. Les indicateurs macroéconomiques sont là pour le prouver. La Banque africaine de développement et le Fonds monétaire international disent que la Côte d'Ivoire a eu un taux de croissance économique de l'ordre de plus de 9% en 2012, avoisinant les 10%. Et les prévisions pour 2014-2015 sont fixées entre 8 et 9%. Évidemment, je remercierai et féliciterai en votre nom, puisque c'est moi qui ai la parole, Monsieur Samuel Ngembok, donc chercheur à l'IRIS, pour la brillante conférence qu'il vient de nous faire. Conférence qui, de mon point de vue, est restée très objective. C'est la parole du scientifique. Et je voudrais l'en remercier. Merci beaucoup. Il a été Premier ministre de Côte d'Ivoire de 90 à 93. Il a été élu président de Rassemblement des Républicains, donc le RDR, notre parti, même si tout le monde n'est pas ici RDR, mon parti à moi en tout cas, et le parti de beaucoup de personnes ici dans cette salle. Il a été élu donc en 99 président du Rassemblement des Républicains. Comme chacun de nous le sait, son engagement lui a valu de multiples attaques contre sa personne, contre sa famille biologique, contre sa famille politique, jusqu'à son accession au pouvoir d'État. Et malheureusement, vous savez que les résultats du scrutin présidentiel de novembre 2010, déclarés par la CEI, ont malheureusement enclenché un processus qui a conduit à la mort de 3000 personnes,
par le refus de celui qui occupait le fauteuil présidentiel de le quitter en ce moment-là, alors que les règles avaient été clairement arrêtées avant même les élections et que ce sont ces règles qui ont été appliquées. Je pensais avoir le temps ici de m'attarder un peu sur cette période pour que chacun comprenne bien et fixe bien dans son esprit les règles qui avaient été arrêtées et pourquoi le président a tenu à ce que les résultats de cette élection-là soient appliqués de la meilleure façon, appliqués à 100%, puisque c'était des règles connues de tous et acceptées par tous. Le 21 mai 2015 a été la date d'investiture du président de la République. Et depuis cette date, donc, il a formé d'abord un gouvernement provisoire à la sortie, à l'hôtel du Golfe même, avant de sortir de l'hôtel du Golfe, et ensuite un gouvernement plus définitif à partir du 1er juin 2011. Donc la période dont nous allons parler ici, c'est principalement la période entre cette date-là, le 1er juin 2011, et la date d'aujourd'hui. D'abord, un bref rappel sur ce qu'était la Côte d'Ivoire avant l'arrivée du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême. Il faut dire, parce que c'est vraiment important, que nous sortions de 10 ans de crise. 10 ans de crise pour un pays, vous êtes vous-même chercheur en sciences politiques, docteur en sciences politiques, donc vous savez ce que cela peut entraîner comme éclatement d'une société, quelle qu'elle soit, comme perturbation dans le fonctionnement de la vie sociale d'un pays, quel qu'il soit, comme impact sur la situation économique d'un pays, quel qu'il soit aussi. Et malheureusement, ces 10 ans de crise ont été aggravés par les 4 à 5 mois de la crise post-électorale. Chacun a vécu d'une façon ou d'une autre, de loin ou de près, cette crise de 4-5 mois, mais je peux vous assurer que cette crise de 4-5 mois a probablement fait plus de mal que les 10 ans qui étaient passés. On peut voir aujourd'hui que tout cela apporte des fruits, notamment le retour en Côte d'Ivoire d'institutions internationales telles que la BAD, le BIT, l'UNESCO, Africa Rice. Les nombreuses ambassades qui étaient délocalisées sont revenues, de nouvelles ambassades sont créées, de nombreux sièges régionaux d'entreprises multinationales sont revenus en Côte d'Ivoire. Toute cette action a permis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2012. J'en parle ici en diplomatie parce que c'est un succès qui est aussi autant économique que diplomatique. Avec la création du Conseil Café-Cacao, cela a permis la relance de l'économie cacaoyère. Nous sommes passés de 1 300 000 tonnes en 2011 à aujourd'hui 1 700 000 tonnes. 1 700 000 tonnes en 2015. Et dans le même temps, les prix se sont accrus. Nous sommes passés de 700 francs, à peu près en 2011, à 750 francs, et aujourd'hui à 850 francs le kilo. Au plan de la santé, peut-être évoquer rapidement la gratuité des soins, qui a eu lieu jusqu'en 2014. Ensuite, il y a eu la gratuité suite ciblée. Et maintenant, nous sommes en train de travailler sur la couverture maladie universelle, donc la CMU, qui va être effectivement lancée cette fin d'année. Je ne vais pas citer tous les travaux de réhabilitation, les hôpitaux généraux, les centres de santé, etc., qui ont été construits, les travaux en cours au niveau des CHU, etc., etc. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, avait fait la promesse de créer 1 million d'emplois dans 5 ans. Enfin, nous tous, on a entendu cela. Il n'a pas promis plus que ça. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 1 500 000 emplois créés effectivement en Côte d'Ivoire, alors que nous ne sommes pas encore à la fin du mandat. C'est ça la vérité. Et c'est ça, cette vérité-là qu'il faut porter à tout le monde. Mais effectivement, il reste des chômeurs en Côte d'Ivoire. Mais j'allais dire malheureusement, comme dans tous les pays. En France, ici, c'est pratiquement 10% de taux de chômage. Quand nous prenons la définition stricto sensu, celle du BIT, et celle qui est adoptée par la plupart des pays développés, la mesure du chômage en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 5,4%. Donc pratiquement la moitié de ce que nous avons en France. Vous disons que la difficulté de cet exercice a été
de trouver le moyen de concentrer en 1 heure. Et là, vous m'avez contraint à le faire en moins d'1 heure. Mais c'était déjà extrêmement difficile de mettre en 1 heure toutes les réalisations faites depuis 2011. Alors, un pays comme celui-là, on ne peut pas le laisser entre les mains d'amateurs. Je pense que chacun de vous a compris. On ne peut pas les laisser entre les mains d'amateurs. Tous ceux qui sont en train de s'annoncer, que nous voyons tous les jours, quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils disent? Non, le président n'a pas réussi à réconcilier les Ivoiriens. C'est le seul argument qu'ils avancent. Parce que sur tout le reste, ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir un seul argument qui puisse être entendu par la population. Mais même là, réconcilier les Ivoiriens, ça veut dire quoi? Qu'on nous voit tous en train de nous embrasser dans la rue, c'est ça qu'ils attendent? Sinon, en réalité, les Ivoiriens sont déjà réconciliés. Il y a quelques hommes politiques qui font les difficiles, qui ne veulent pas entrer dans le processus de réconciliation, mais ce n'est pas pour autant que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Les Ivoiriens sont réconciliés. Et ces gens-là, quand ils viendront vous voir, dites-le leur. Et attendez, demandez-leur de vous proposer des choses qui sont concrètes. Le président Alassane Ouattara, quand il était candidat en 2010, il a proposé pour toutes les régions de Côte d'Ivoire et pour toutes les activités du gouvernement, il a proposé un plan. Plan qui était précis, qui était cohérent. Donc il propose la même chose, qu'on voit ce qu'ils peuvent faire de plus que le président. Parce que vous savez, la magistrature suprême, c'est quand même la rencontre entre un homme et un peuple à un moment donné. Ce n'est jamais le hasard. Quand on vient là, il faut être capable de venir avec un projet pour ce peuple-là. Et aujourd'hui, la question que nous nous posons souvent en les regardant, mais qu'est-ce qu'eux, ils peuvent apporter de plus que le président Alassane Ouattara? Parce que c'est ça qui peut justifier que quelqu'un dise « je suis candidat ». Quand on est capable d'apporter plus. Quand je regarde chacun d'eux, au niveau du profil initial, au niveau de la capacité de travail, au niveau des réalisations même qu'ils ont eu à faire, puisque chacun d'eux, on les a vus, plus ou moins, dans des activités en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus? Si ce n'est pas faire reculer notre pays. Donc, de ces gens qui viennent avec des ambitions qui sont uniquement personnelles, je pense qu'il faut les regarder, les écouter et puis les dédaigner, sans plus. Ils n'apporteront rien de plus que le président n'a fait aujourd'hui. Je termine sur ça en vous remerciant pour votre attention et en me tenant disponible pour la question. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup encore. À la fin de la cérémonie, Event News TV, votre télé au cœur de l'info et au cœur de l'événement, a tendu son micro au ministre Bruno Koné. Nous l'écoutons. Vous allez longuement écouter. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire moderne, comme vous l'avez signifié tout à l'heure. Et le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU note qu'en dépit des progrès constatés en Côte d'Ivoire, de nombreuses instabilités sont encore présentes en Côte d'Ivoire, notamment la prolifération des armes et la circulation de celles qui ne sont pas identifiées. Ensuite, le même rapport dit que les problèmes des ex-combattants n'est pas encore soldé. Il se trouve que sur le papier, on en parle, mais sur le terrain, les choses ne sont pas faites. Et ensuite, il se trouve que 30 000 d'entre eux, 30 000 ex-combattants sont hors circuit pour la réinsertion. Or, la date butoir de cette réinsertion est fixée au 30 juin prochain. Alors, est-ce que vous estimez que ces choses-là peuvent se faire pour que la Côte d'Ivoire aille à la paix véritablement? Mais ces choses se font déjà. Ce n'est même pas une question de s'interroger si elles peuvent se faire. Elles se font. Et les chiffres que vous avez donnés ne sont pas les bons chiffres. Ce sont les chiffres de l'ONU. Les bons chiffres, oui, mais vous savez, souvent nous avons des chiffres avec beaucoup de retard de ces institutions internationales. C'est le dernier rapport de l'ONU. C'est le dernier rapport, regardez de quand il date et surtout regardez quand est-ce que les experts qui l'ont rédigé étaient sur le terrain. Ces experts étaient sur le terrain probablement il y a 6 mois, il y a 1 an, etc. Je l'ignore. Ce que je peux dire à la date d'aujourd'hui, et ça c'est les chiffres officiels de l'ADDR, de ceux qui avaient 74 000 ex-combattants. Sur les 74 000, aujourd'hui, il y en a pratiquement 50 000 qui sont recasés. Il y en a 48 000 exactement qui sont recasés.
Sur la différence, c'est-à-dire les 22 000, il y en a à peu près 10 000 effectivement dont on n'a plus les traces. Mais ces 10 000, c'est des personnes pour l'essentiel, parce que là aussi des sondages ont été faits, des enquêtes ont été faites, c'est pour l'essentiel des gens qui se sont réinsérés par eux-mêmes. Ils ont trouvé un emploi, ils sont retournés à l'agriculture, ils sont retournés à leur ancienne activité, etc. Donc aujourd'hui, le solde qui n'est pas encore traité par l'ADDR, c'est à peu près 10 000 personnes. Nous en sommes conscients, nous y travaillons. Qu'il y ait encore des armes par-ci par-là ne nous surprend pas, parce que malheureusement, il y a eu de nombreuses armes qui ont circulé à l'époque de la crise et pendant le conflit qu'il y a eu après les élections de 2010. Ce n'était pas de notre faute, ce conflit. Mais aujourd'hui, nous assumons cette conséquence et surtout, nous essayons de corriger les effets, et malheureusement les effets extrêmement désastreux des actes qui ont été posés à l'époque, qui ont consisté à distribuer des armes à tout le monde, aux jeunes, etc. Donc nous essayons de corriger la situation avec tout l'effort, tout l'acharnement, toute la volonté politique qu'il y a. Et si le président pouvait récupérer jusqu'à la dernière arme, demain, il le ferait. Parlant de la justice des vainqueurs, vous avez noté tout à l'heure qu'il ne fallait pas mettre sur le même pied d'égalité ceux qui sont venus combattre pour arracher le pouvoir à ceux qui voulaient le confisquer et ceux qui voulaient le garder. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre pensée? La pensée, c'est déjà d'arrêter d'évoquer ce terme-là qui est très trompeur, qui consiste en réalité pour ceux qui l'emploient à créer chez les autres un sentiment, une gêne. Mais en réalité, il ne faut pas comparer les deux choses. Il y a effectivement une république, il y a des règles et il y a des gens qui ont combattu pour rétablir la république, pour remettre la république sur pied. Et cela, on peut difficilement leur reprocher d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Par contre, il y en a d'autres qui ont cherché à usurper un pouvoir qui n'était pas le leur, qui ont cherché à imposer une décision qui n'était pas celle du peuple. Cela, vous n'allez pas, j'allais dire, mettre ces deux groupes-là sur un pied d'égalité. Donc aujourd'hui, nous sommes très sereins par rapport à tout cela. Nous regardons toutes ces questions avec beaucoup d'objectivité et nous pensons bien faire. La justice fait son travail. S'il y a des personnes qui ont abusé de leurs droits dans le conflit qu'il y a eu, il revient à la justice de faire ce travail-là. Dernière préoccupation, monsieur le ministre. Vous avez salué tout à l'heure un diplomate belge qui avait dit qu'en Côte d'Ivoire, désormais, on ne payait plus pour se faire justice, enfin, pour qu'on ait justice. En même temps, il y a les victimes des déchets toxiques qui continuent, eux, à protester, à se plaindre de ce que ceux qui les ont grugés, ceux qui ont détourné l'argent qui était destiné à leur indemnisation, soient toujours dehors. Ils appellent ces gens-là des voleurs qui sont dehors. Quelle est la réponse que vous pouvez donner à toutes ces victimes-là? Ce sont des procès qui, de mon point de vue, sont encore en cours. Toutes les voies de recours n'ont pas été épuisées. Et dans ces conditions, je préfère ne pas me prononcer. Ce que je peux par contre dire, prenez d'autres procès qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Prenez le procès du café cacao. Prenez même les procès de la crise post-électorale. Ces personnes-là se retrouvent aujourd'hui libres, provisoirement, n'est-ce pas? Voilà. Donc on ne peut pas dans un cas vouloir que certains soient libres provisoirement et puis dans l'autre cas empêcher que d'autres soient libres provisoirement. La justice fait son travail, faisons-lui confiance et puis attendons qu'elle se prononce. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup.